Salut à tous mes chers copains des foins, my friends. Je prends mon accent british pour vous présenter une histoire de parler sur Winston Churchill. On n'hésite pas à prendre une petite tasse de thé et un bon petit cigare. C'est parti. Winston Churchill naît le 30 novembre 1874 à Woodstock, en Angleterre. Il naît dans une famille qui a des pépettes. Au sein de ce milieu très privilégié, le jeune Winston ne s'illustre pas vraiment. Il est mal à l'aise, il est mal dans sa peau. Et d'ailleurs, à l'école, c'est pas terrible. Mais il finit par être admis au concours de l'école militaire de Stanhurst en 1893. Après son passage dans cette école militaire, Winston Churchill est envoyé en Inde en tant que correspondant de guerre. Bon, mais le petit Winston, il ne se contente pas de son métier de journaliste. Il est avide d'action, il aime bien quand ça bouge. Papan Et puis on se rend compte qu'il a certaines qualités pour gérer une troupe. Au début des années 1900, Winston part couvrir la guerre des Boers en Afrique du Sud. Hop. Petit rappel, la guerre des Boers était une guerre qui opposait deux clans en Afrique du Sud. Et c'est ici qu'il va réaliser son premier coup d'éclat. Alors que son train vient de dérailler, il va devenir prisonnier. Il va réussir l'exploit de s'évader après un mois de détention et réussit à fuir en se réfugiant au Mozambique. Ce petit épisode sera salué par la presse nationale et internationale. Bravo, mon petit Winston. Bon, une fois rentré au pays, le petit Winston, il a une voie toute tracée. Il va s'orienter, bien évidemment, dans les feuillages érotiques. Non, je déconne. Mais on aimerait bien voir quand même ce que ça donne, Non ? Ah bon, continuons. Son avenir, c'est bien sûr la politique. Et oui, car ce petit bonhomme, il a une façon de parler qui plaît. Il n'hésite pas à dire les choses, Et surtout, il en impose, Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, quand on l'a en face de toi, on l'écoute. Ça s'appelle du charisme. Alors, il fait sa carrière politique tranquillement, pépèrement, sereinement, Et en 1899, il se présente aux législatives pour devenir député, mais il échoue de très peu, donc vraiment, il a un bel avenir. Bon, le souci, c'est que le petit Winston, il a un petit caractère. Il est un peu soupolé, oui, c'est vrai. Oh, monsieur goûtera bien mon flan breton avec une bonne gelée de mûre. Non, allez vous coucher, vous. Mais 2h d'après-midi. Oui, allez faire la sieste. Mais j'ai pas déjeuné. Vous mangerez après. Après la sieste? Oui. Ce sera le dîner. Bon, après le dîner, qu'est-ce qu'on fait? On se couche? Mais j'aurai toujours pas déjeuné. Alors, que faire? Se coucher. Voilà. Se coucher. Voilà. Si le Premier ministre l'emmerde, il va clairement lui dire, Et ça, ça passe pas toujours bien. Quand nous, on dit à une personne « Excusez-moi, monsieur, je ne vous apprécie pas trop », lui, il lui dit clairement « T'es qu'une merde ». C'est sûr que c'est du franc-parler. Au moins, c'est clair, on a compris. Quelques années plus tard, il revient à Oldham pour se présenter encore une fois aux élections législatives. Et cette fois-ci, il remporte, il devient député. Il se fait très vite une réputation d'orateur. Adepte des bonnes phrases, des bons mots au bon moment, il obtient rapidement une petite réputation dans le pays. S'enchaînent ensuite plusieurs postes importants, comme secrétaire d'État aux colonies et ensuite ministre du Commerce. À la veille de la Première Guerre mondiale, il se fait remarquer par sa position étonnante. Il est contre la position pacifiste que veut employer le gouvernement. Il se prononce en faveur d'un rapprochement avec la France pour combattre l'ennemi. Quelques années auparavant, en 1911, il était nommé premier lord de l'amirauté. C'est une sorte de conseil de défense. Et il participa à la modernisation de la Royal Navy en vue de préparer la guerre. Cette préparation a permis au Royaume-Uni d'être prêt lorsque la guerre éclatera. Au niveau de l'anticipation du matériel, on est très bien. Malheureusement, au niveau des tactiques de combat, c'est un petit peu plus délicat. Le premier échec politico-tactico-guerriero pour notre ami Winston Churchill intervient en 1915 et 1916 lors de l'expédition des Dardanelles. C'était une opération militaire qui s'est déroulée bien sûr lors de la Première Guerre mondiale. En gros, la Turquie était alliée avec l'Allemagne et avait donc déclaré la guerre à la France, au Royaume-Uni et à la Russie. Le but pour les Britanniques, s'emparer du détroit de Dardanelles en Turquie afin de s'emparer de la capitale turque, Constantinople, capitale de l'Empire ottoman. Mais malheureusement, les troupes mal préparées,
Cette opération fut un énorme échec. Après plusieurs tentatives, les victimes se font nombreuses, les Britanniques ont perdu 200 000 hommes morts et blessés, les Français 50 000 et les Turcs 260 000. C'est le gros couac pour Winston, il est bien sûr responsable de cet échec. Ce véritable désastre lui vaut sa place et manque même de briser définitivement sa carrière. Ce bon vieux Churchill reviendra aux avant-postes en 1917 en tant que ministre de l'armement. À l'époque, il milite pour l'importance des blindés, qui seront un atout de taille pour la Seconde Guerre mondiale. Mais ses collègues et opposants ne sont pas du même avis que lui. L'histoire leur prouvera qu'ils avaient tort. Dans les années 20, sa politique économique s'avoue être un véritable échec, ce qui provoque une importante crise sociale. En 1929, il quitte le gouvernement. Churchill reste député et garde sa même force, sa même niaque débattre des sujets de l'actualité politique anglaise. Il n'hésite pas à exprimer son désaccord avec le bolchevisme. Il est tellement aveuglé par la haine de cette doctrine russe qu'il vient à déclarer qu'il trouve Mussolini sympathique. Vu que j'ai pas fait trop. Peut-être que si vous êtes j'avais devenu accro. Bon là mon petit Winston, t'as merdé, on va être honnête, c'est pas l'italien le plus gentil qu'on a connu, y en a d'autres, par exemple Claude Barzotti ou Mario. Mais un autre dirigeant européen lui fait peur. Au fur et à mesure qu'Hitler multiplie les provocations et les agressions, Churchill ne cesse de prévenir du risque hitlérien et de son imminence. À l'époque, figurez-vous que la plupart de ses compatriotes ne comprennent pas ses doutes. 3 septembre 1939. Seulement 3 jours après l'invasion de la Pologne, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Et oui, ce bon vieux Winston avait raison de se méfier de la montée en puissance d'Hitler en Allemagne. Il devient alors premier lord de l'amirauté dès le 5 septembre 1939. Dès avril 1940, avec la coopération des Français, il tente un plan d'attaque en Norvège. Mais ce débarquement est un véritable fiasco. Cet événement n'est pas sans rappeler la terrible désillusion de la bataille des Dardanelles. Mais Churchill, contrairement à la première fois, ne va pas perdre sa popularité, car il était l'un des seuls hommes, il y a quelques années, à dire publiquement que le nazisme était un danger. Neville Chamberlain, le premier ministre britannique de l'époque, va endosser la responsabilité de cet échec. Et il va même laisser sa place de premier ministre à notre bon vieux Winston Churchill. Churchill trouve donc là le poste le plus élevé de la politique britannique. Le 13 mai 1940, devant la Chambre des communes, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, il va prononcer un discours d'investiture qui restera dans les annales de la politique internationale. Petit rappel du contexte international. L'Allemagne nazie, est tout simplement en train d'envahir l'Europe. La France est en train de plier et est tout près de capituler. Les Russes ne sont pas encore du côté des Alliés et les Américains, les États-Unis, ne sont pas encore rentrés en guerre. Autant dire, les Anglais sont tout seuls face au nazisme. J'ai reçu de Sa Majesté la mission de former un nouveau gouvernement. J'ai déjà accompli la partie la plus importante de cette tâche. J'invite maintenant la Chambre à accorder sa confiance à ce nouveau gouvernement par une résolution. Mener la guerre contre l'Allemagne afin d'obtenir une issue victorieuse. Nous sommes dans la phase préliminaire d'une des plus grandes batailles de l'histoire. À la Chambre des communes, je dirai comme j'ai dit à ceux qui ont rejoint le gouvernement. Je n'ai rien d'autre à vous offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. Churchill va devenir un symbole de résistance. Et les Britanniques vont bien le comprendre. Il va même considérer son pays comme le dernier rempart à la barbarie. Alors que le gouvernement de Vichy, mené par Philippe Pétain, vient d'annoncer sa collaboration avec l'Allemagne nazie, Winston veut tout de même
continuer la collaboration avec la France, mais avec la France libre. Il nommera Charles de Gaulle représentant de la France libre. Adepte depuis toujours d'une coopération avec la France, il n'hésite cependant pas à faire couler la flotte de cette dernière pour empêcher qu'elle ne tombe aux mains de l'ennemi. 1300 marins français périrent. La guerre provoque la violence engendre la haine appelle la haine. Il va même se rapprocher de l'un de ses pires ennemis, Staline, ou plutôt son ennemi, le bolchevisme, le communisme. Car, à l'heure actuelle, l'ennemi numéro 1 est le nazisme. Il sera l'un des hommes essentiels à l'élaboration du projet Overlord, le débarquement des forces alliées de l'Angleterre en arrivant sur les plages de Normandie. Le plus célèbre débarquement de l'histoire n'aurait jamais pu avoir lieu si le peuple britannique n'avait pas résisté à l'ennemi de l'Axe. À peine la Seconde Guerre mondiale terminée, en 1945, lors des élections, Winston Churchill doit céder sa place de Premier ministre. Il vient de perdre les élections. C'est la stupeur générale car Winston Churchill bénéficie d'une popularité assez exceptionnelle dans le pays. Mais cette période de guerre avait sûrement été trop dure pour le peuple anglais qui, malgré tout le respect qu'il portait à Winston, avait envie de changement. Churchill ne se retirera pas complètement de la politique, il restera député au sein de l'opposition. Il profitera de pratiquer sa plus grande passion avec la politique, la peinture. Depuis sa plus tendre enfance, Winston Churchill souffrait de dépression. Il appela ces périodes tristes de sa vie Black Dog. Sa passion, la peinture, lui permit d'aborder ces périodes délicates avec plus de facilité. Mais le vieux lion ne s'avoue jamais vaincu. Il a beau être vieillissant, même très vieillissant, en 1951, il revient en tant que Premier ministre. Mais Churchill est fatigué et en 1955, il laisse sa place. Winston Churchill s'éloigne de la politique et écrit plusieurs livres, plusieurs bouquins, dont un ouvrage qui lui ont valu en 1953 le prix Nobel de la littérature. Le 24 janvier 1965, Winston Churchill s'éteint d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 90 ans. C'était un meneur d'hommes, un homme de guerre, qui a pris les pires décisions possibles qui ont souvent conduit au massacre de milliers de soldats. Mais un homme qui n'a jamais menti à son pays. Comme il l'a dit, je cite, « Je n'ai rien d'autre à vous offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. » Alors c'est sûr, c'est pas la même période, ni les mêmes moyens d'action, mais peut-être que la politique actuelle pourrait s'inspirer de lui en disant tout simplement la vérité. Voilà, c'est ainsi que se termine cette HDP sur ce bon vieux Winston Churchill. On n'hésite pas à activer la cloche pour être au courant des dernières sorties vidéo. On peut aussi laisser un petit pouce sur cette vidéo. Pour une vidéo de qualité, merci de vous abonner. On n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de mon actualité. Voilà, et sur ce, au revoir.